Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Aujourd'hui, la présentation pour la semaine du 16 novembre 2015. Bonjour à tout le monde, bonjour à nos auditeurs en France, en Haïti, au Canada, dans les autres pays francophones. Donc, les attentats de Paris, évidemment, nous allons discuter de ça. Nous allons voir l'analyse de Jacques Cheminade, ancien candidat présidentiel de France en 2012 et 1995, maintenant président de Solidarité et Progrès. Il a écrit un tract intitulé Surmonter la peur. Nous allons aussi voir l'analyse de M. Lyndon LaRouche, économiste américain, politicien très important maintenant dans la bataille contre l'Empire britannique et contre Wall Street. Et aussi Alain Corvé, qui est un stratège français, un stratège militaire de France. Donc, vous allez voir son analyse. Donc, c'est ça, M. Alain Corvé, qui est conseiller en stratégie internationale, un colonel français, et qui travaille avec l'association de M. Cheminade depuis déjà un petit bout. Donc, commençons tout de suite. Ce que je vais vous lire d'abord, c'est le tract produit par Jacques Cheminade, un tract qui est maintenant distribué évidemment en France, aussi à Montréal. On a pu le distribuer ce samedi à une vigile devant le consulat français à Montréal, où il y avait environ 1000 personnes qui se sont amassées là, pour faire un deuil, faire une minute de silence, et nous avons pu distribuer ce tract-là. Donc voici le tract intitulé Attentat, surmonter la peur. L'horreur a frappé Paris. Les massacres ont été commis à l'aveugle pour mettre notre pays en état de choc, avec la même barbarie et les mêmes méthodes qu'au Moyen-Orient, au Liban, en Irak, en Israël ou en Syrie. 6 attaques simultanées au cœur de notre capitale et celle du Stade de France, dont le but de multiplier les victimes, amas de corps dans les rues, restaurants transformés en morgue, véhicules de secours, toutes sirènes hurlantes. Une stratégie de la peur soigneusement planifiée pour faire comprendre que le pire peut arriver partout à tout le monde. Notre réaction doit être à la mesure du défi. Il ne faut avoir peur que de la peur elle-même, car la peur inspire des réactions de folie s'ajoutant à la folie première. La maîtriser ne peut se faire dans la passivité ou le déni, mais en regardant les choses en face, au nom de la vérité. Seul le combat pour la vérité permet d'échapper au garrot de l'angoisse. La proclamation de l'état d'urgence et la fermeture des frontières annoncée par le président de la République, ainsi que le déploiement de forces policières et militaires, sont les mesures immédiatement nécessaires quand nous sommes en guerre. Rester unis et faire front au nom des valeurs de la République inscrites dans notre Constitution est immédiatement indispensable. Cependant, il faut aller aux causes premières, sans quoi l'horreur se reproduira et même s'étendra. Ce qui veut dire créer un monde dans lequel l'environnement national et international ne soit plus criminogène comme il l'est aujourd'hui, car on ne peut échapper au mal simplement en le réprimant, mais en réalisant les conditions dans lesquelles le bien lui laisse de moins en moins de place. Ce sont les guerres de l'OTAN, les injustices économiques et la destruction des conditions de vie dignes qui ont créé les conditions du terrorisme, ainsi que les politiques cyniques et criminelles de diviser pour régner, suivant la matrice impériale britannique à laquelle rien ne s'est réellement opposé dans notre univers transatlantique. Ainsi, arrêter l'horreur implique un changement absolu de direction politique, avec une démarche de développement mutuel gagnant-gagnant, assurant que nos enfants et petits-enfants vivent mieux que nous-mêmes. Cette démarche annoncée par les dirigeants chinois et indiens, seule vraie source de paix. En combattant au Moyen-Orient tous les terrorismes, Daesh comme le Front Al-Nusra et l'armée de la conquête. En ce samedi 14 novembre, à Vienne, la France doit jouer un rôle moteur dans les pourparlers visant à lancer un processus de paix en Syrie, en coordonnant nos efforts avec la diplomatie russe et non faire le jeu de ceux qui prennent la liberté en otage. Au Moyen-Orient, il faut frapper Daesh au cœur de ses ressources financières en bombardant ses pipelines pétroliers et en frappant les banques qui blanchissent ses ressources, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici.
Il faut mettre un terme aux complicités du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats avec le terrorisme, sans complaisance de clientèle à leur égard. Il faut enfin, du même pas, recréer les conditions du développement économique dans tous les pays de la région pour que les migrants puissent y retrouver des conditions de vie dignes, ce que la Chine nous propose en y étendant sa conception d'une nouvelle route de la soie. En attendant, dans tous les camps de réfugiés de la région, en coordination avec les organisations humanitaires internationales, il faut créer les conditions de cette dignité en y assurant une alimentation saine, des soins médicaux, des logements provisoires décents et l'éducation des enfants. Cette conception n'est pas russe, chinoise ou française, c'est celle qui justifie l'existence des États-nations, servir la cause de l'humanité. La France devrait occuper le premier rang dans cet engagement vital et non se soumettre aux barbares en djellaba, camis ou complet veston occidental. Donc voilà la déclaration de M. Jacques Chiminade qui évidemment touche à beaucoup de choses. On a vu le rôle en fait de l'Empire britannique dans ces attentats, l'appui tacite de l'Arabie saoudite et d'autres nations de cette région-là, en finançant les groupes terroristes islamistes. Et comme on va le voir plus loin aussi, on va voir le rôle d'Obama qui a aidé à créer en fait cette situation déplorable dans le nord de l'Afrique et dans le Proche-Orient. Mais tout d'abord, voyons l'analyse de M. Alain Corvé. Donc Alain Corvé, je le répète, est un colonel français conseiller en stratégie internationale qui a déjà écrit plusieurs documents, notamment pour attaquer la politique européenne concernant la Syrie et d'autres sujets reliés. Donc voici son analyse sur les attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris. Donc cela va comme suit. Les attaques terroristes à Paris hier soir ont été organisées et exécutées sur ordre de Daesh, qui en a réclamé la paternité de façon odieuse, habituelle à sa pratique. La simultanéité des actions et les lieux choisis indiquent qu'il s'agit d'une opération de guerre prévue à l'avance et coordonnée contre la France. Il y en aura d'autres, car l'organisation terroriste dispose de candidats au suicide, dont certains ont été formés dans ces unités combattantes en Irak et en Syrie, qui reviendront en France pour accomplir leur forfait dans les vagues de migrants où s'y trouvent déjà. Les musulmans de France intégrés paisiblement dans la vie nationale vont être les victimes innocentes de ces actes par les amalgames faits sans réflexion. Nos services de sécurité font leur travail avec compétence et efficacité, aidés par les récentes dispositions législatives et judiciaires prises depuis le 11 janvier dernier, après les événements de Charlie Hebdo. Mais ils ne peuvent faire face aux centaines et sans doute milliers de terroristes potentiels qui sont sur notre territoire et peuvent agir au mépris de leur propre vie, souvent sous l'emprise de drogues qui dévoient leur jugement, au moindre signal de leur commanditaire de Daesh ou Al-Qaïda, organisations qui partagent la même idéologie et n'ont que des rivalités de personnes, de territoires ou de soutien financier. Les mesures prises en Conseil des ministres faciliteront l'action de nos services et augmenteront notre défense contre la menace terroriste, mais elles ne résolvent pas le problème de fond qui résulte de la situation au Moyen-Orient et tout particulièrement en Syrie. La Syrie est le creuset du terrorisme qui a été soutenu depuis près de 5 ans par des États sunnites, Arabie saoudite et ses alliés de la péninsule, Qatar et Turquie, dans le but obstiné jusqu'à l'absurde de renverser l'État laïque de Damas. But également poursuivi par les puissances occidentales qui ont participé au financement et à l'armement de ces barbares illuminés. Parce qu'ils n'étaient pas dociles à leurs injonctions et pour des visées géopolitiques plus lointaines. Il faut cesser de se voiler la face si nous voulons lutter vraiment contre les terroristes dont l'action peut se renouveler chez nous et s'associer à la Russie qui mène depuis peu une véritable lutte contre eux en concordant notre action avec elle au lieu de la critiquer sans cesse. Il faut aussi soutenir ces propositions de règlement politique de la crise, aider au rétablissement de l'autorité légitime sur l'ensemble de son territoire, puis engager un dialogue national
sous l'égide des grandes puissances et de l'ONU qui débouchera sur des élections où les Syriens décideront seuls de leur sort et de leurs dirigeants. Les terroristes en Syrie et en Irak ne seront in fine éradiqués que par des troupes au sol, qui ne peuvent être que les forces armées irakiennes et syriennes, soutenues par la communauté internationale. Il est en effet impensable que des armées non arabes débarquent dans cette région en masse. Il faudra beaucoup de soldats pour l'emporter. Il est également essentiel que nous reprenions des échanges avec les services de renseignement syriens, qui sont les mieux informés du monde sur la mouvance terroriste, ce qui implique une reprise du dialogue avec les autorités politiques. Nos services de sécurité en ont un besoin vital. Cette guerre contre le terrorisme est une guerre mondiale. Les faux fuyants, les doubles jeux sont désormais à proscrire. Que les États qui le peuvent exigent maintenant des États sunnites qui le soutiennent, qu'ils choisissent leur camp clairement et ne s'abritent pas derrière des voiles hypocrites pour dire qu'ils ne savent pas ce que font leurs services secrets ou leurs compatriotes engagés. Il faut aussi cesser de faire des distinguos subtils mais mensongers entre les terroristes modérés et les autres. L'expérience américaine est là pour prouver le fiasco de cette distinction. C'est seulement à ce prix que la guerre peut être gagnée. Sinon, le monde devra vivre avec cette menace pendant longtemps. Donc voilà l'analyse de M. Alain Corvée, colonel Alain Corvée de France. Donc encore une fois, le nom de l'Arabie Saoudite est sorti des boulamites, comme on dit. Et en fait, on porte justement une attention très spéciale sur ce rôle. Mais plus loin que cela, on parle en fait d'un rôle britannique. Et c'est là où on va maintenant voir l'analyse de M. Lyndon LaRouche. Donc évidemment, il faut faire attention au danger de tenter de suranalyser l'événement, car évidemment, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas en termes de comment tout ça a été fonctionné, qui est vraiment derrière ces attentats-là. Cependant, il y a plusieurs choses que l'on sait déjà. Donc, M. Larouche, dans son analyse, après avoir justement reçu un court compte-rendu de la situation, il a dit, en fait, dans plusieurs discussions qui ont lieu là, depuis vendredi, donc une discussion avec un groupe à Manhattan, deux autres discussions avec des membres de son organisation aux États-Unis, donc une discussion interne dans laquelle M. Larouche disait: il y a une chose qui est sûre, c'est que Barack Obama a aidé à créer les conditions dans lesquelles le terrorisme international a réussi à croître et à devenir une véritable menace à la survie de l'espèce humaine. Donc Obama, M. Larouche dit, Obama est en fait un actif, est une marionnette britannique qui représente des intérêts britanniques. Et ça, il faut le dire très fort. La question de terrorisme, c'est une question britannique. C'est une tentative justement de diviser pour régner. On ne sait peut-être pas tous les détails sur ce qui s'est passé à Paris, mais on connaît la nature du terrorisme international. C'est une bête qui est appuyée par différentes instances, comme non simplement l'Arabie Saoudite ou l'administration Obama, mais l'Empire britannique qui protège certains membres terroristes depuis déjà plusieurs années. Parlez-en à l'Égypte, ils ont une bonne connaissance de ça. Même notre organisation avait publié un document en l'an 2000 demandant en fait au gouvernement américain de mettre l'Angleterre sur la liste des nations qui sponsorisaient le terrorisme. Et donc il y avait une liste en fait de ces différents faits, de ces différents terroristes qui retrouvaient refuge en Angleterre. Donc, et aussi, évidemment, on en fait un phénomène qui est international. Donc, il ne s'agit pas ici de simplement regarder la France. Et M. Larouche explique qu'il faut regarder, en fait, autant l'événement à Paris que tout récemment l'attentat suicide à Beyrouth, en fait, le sud de Beyrouth au Liban, qui a fait, je crois, 3 morts. Et aussi l'attentat, en fait, le potentiel attentat, il y a encore beaucoup d'événements, de faits
à décortiquer, mais en fait, l'écrasement de l'avion russe Metrojet, il y a de ça quelques jours en territoire égyptien. Donc tout ça, c'est une déstabilisation qui est internationale et on a une machine impériale qui est en plein effondrement. On a un empire britannique qui perd le contrôle de la finance avec Wall Street et la City de Londres qui sont en faillite totale. Euh, L'Empire britannique tente de garder le contrôle avec sa politique environnementaliste, sa politique concernant le réchauffement global et en fait, le dépeuplement de la planète, de réduire la population de 7 à 1 milliard d'individus. Donc, la conférence en France, la fameuse conférence COP 21 sur le réchauffement climatique, en fait, est déjà en train d'échouer, malgré le rôle de gens comme le prince Charles, qui va être un des principaux panélistes de cette conférence-là, quelqu'un qui est reconnu, en fait, et sa famille est reconnue pour, en fait, défendre cette idée de dépopulation, et l'Empire britannique en sait quelque chose là-dessus. Donc, nous avons affaire à un sujet qui est global, et le meilleur point de repère pour comprendre le terrorisme, c'est en fait de revenir aux événements du 11 septembre. Et l'organisation Larouche avait démontré à l'époque et démontre toujours en fait comment à travers un accord économique, l'accord économique appelé Al-Yamama, donc l'Empire britannique avec Margaret Thatcher et l'Arabie saoudite qui avait fait un accord économique d'échange entre des jets, des avions de chasse britanniques en échange de pétrole. Et l'argent du pétrole avait permis de créer un fonds secret qui avait permis de financer le terrorisme en fait depuis les années 80. Et là on parle évidemment de Margaret Thatcher et d'un certain prince Bandar bin Sultan de l'Arabie saoudite, ancien ambassadeur saoudien aux États-Unis et qui a été aussi, ou qui l'est même peut-être encore, je n'ai pas les détails, mais il était du moins responsable du renseignement saoudien. Il y a de ça déjà je crois que c'est quelques années. Euh, donc leur rôle est connu. On ne peut pas justement couper les fils en quatre, couper les cheveux en quatre. Il faut vraiment regarder la nature de cette machine. Et on a Barack Obama, qui est un pantin, qui est un meurtrier, avec sa politique de drone, avec sa politique de guerre anticonstitutionnelle, avec sa politique de destruction de l'économie, qui a maintenant amené les États-Unis dans une crise, en fait une crise de la drogue, où maintenant les meurtres causés par la drogue ont dépassé le nombre de meurtres causés par, le nombre de décès causés par les accidents de l'automobile, et donc les accidents sur la route, et les accidents, les décès causés par les armes à feu. Donc une destruction de l'économie américaine totale et une destruction du nord de l'Afrique et du Proche-Orient plus particulièrement, qui a créé cette crise de réfugiés et qui maintenant crée une situation pratiquement impossible en Europe où on tente maintenant, évidemment, après les attentats à Paris, on veut augmenter la sécurité, mais en même temps, on veut toujours aider les réfugiés et ça crée une situation qui peut vraiment devenir très dangereuse et on pourrait même parler d'une potentielle guerre civile. On pourrait ajouter justement à ces analyses différents commentaires qui ont été faits récemment, notamment par le président syrien Assad, qui en fait discutait avec des parlementaires français qui étaient en visite en Syrie. Parce que comme le disait Chimned dans sa déclaration, et aujourd'hui avait lieu un meeting à Vienne, un meeting sur la question de la Syrie. Et donc, des parlementaires français étaient en Syrie pour discuter avec Assad. Et Assad leur a dit, il était très clair, il a dit nous ne pouvons premièrement pas séparer les attaques qui ont eu lieu à Beyrouth récemment. On ne peut les séparer des attentats terroristes de Paris.
Et M. Assad a dit qu'il avait averti l'Europe plusieurs fois de leur mauvaise politique et que leur politique avait en fait la politique de se débarrasser de Assad et d'appuyer des groupes qui étaient supposément des groupes d'opposition, mais qui étaient en fait des groupes terroristes. Et là, on voit aujourd'hui ce qui en résulte. Donc, les politiques de l'OTAN, en fait, les politiques de l'OTAN ont créé le problème actuel et qu'il y a en fait il y a des alliés de l'OTAN, donc on parle évidemment de l'Arabie Saoudite, qui ont amené des armes et de la logistique, du matériel logistique à ces groupes terroristes. On se rappelle aussi l'analyse du général Michael Flynn aux États-Unis qui avait expliqué que en fait l'administration Obama était prête à non seulement se débarrasser d'Assad, mais s'en débarrasser, même si cela créait une situation où en fait on aurait un fondamentalisme islamiste qui prendrait le contrôle de la Syrie. Donc, évidemment, l'Est et l'Ouest, donc la zone transatlantique, doivent repenser la crise et repenser leur stratégie. Euh, Évidemment, quand on parle de l'OTAN, on parle aussi de l'article 5 de la Constitution de l'OTAN qui demande en fait à ce que les nations membres de l'OTAN en fait, collaborent, se défendent ensemble. Donc, puisque la France a déclaré les mesures d'urgence et a donc déclaré une situation de guerre, eh bien, il se pourrait que les autres nations de l'OTAN emboîtent le pas contre le terrorisme en général. Donc, État islamique, Al-Nusra et les autres groupes comme Daesh, etc. Mais heureusement, des gens de l'OTAN ont dit que, en fait, on voit maintenant qu'il y a une position beaucoup plus favorable à inclure la Russie, donc cet ancien adversaire, dans le débat contre le terrorisme. Et M. Larouche, évidemment, dit que ce point-là est très, très crucial, que l'OTAN, justement, se tourne vers la Russie pour participer à, en fait, à régler un problème ensemble. Parce que sinon, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Euh, et justement, aux États-Unis, la situation est assez déprimante quand on parle justement des gens qui pourront peut-être un jour remplacer Obama. On a Hillary Clinton qui, lors d'un dernier débat démocrate, était complètement ivre de folie, où elle défendait Obama sur tous les points, que maintenant, grâce à Obama, l'Irak et la Libye est en bonne santé, et que, en fait, c'était Assad qui avait créé État islamique, c'était pas l'OTAN avec Obama. Obama a réussi avec sa politique de santé, il a tué Kadhafi, il a tué Ben Laden. Donc, une véritable folie furieuse de la part de Hillary Clinton. Et on a d'autres candidats qui peut-être disent certaines choses utiles, mais on est loin de la grande bataille contre l'injustice. Loin de là. Donc, en fait, disons, le flanc important maintenant sur lequel il faut se concentrer, c'est la fameuse nécessité de mettre au grand jour, de montrer au grand jour les 28 pages du rapport sur le 11 septembre fait par le Congrès américain. En fait, un 28 pages qui parle du rôle saoudien dans le financement et le parrainage des attentats du 11 septembre 2001. On voit toujours un très grand appui pour cette mobilisation-là et heureusement, on a des politiciens qui se battent sur cet enjeu-là. Et rappelons un événement très important parce que au mois de janvier 2015, lors des événements terroristes, au centre en fait, au centre du magazine Charlie Hebdo. La journée même, on avait eu une conférence aux États-Unis menée par l'ancien sénateur Robert Graham, qui lui justement faisait une conférence sur la publication des 28 pages du rapport sur le 11 septembre. Et il avait dit, si les États-Unis avaient exposé ce rapport de 28 pages, nous aurions pu éviter les événements à Charlie Hebdo. Donc aujourd'hui, la question se repose.
Est-ce que les gens vont vouloir se battre contre le terrorisme britannique et saoudien? Est-ce qu'on va mettre un terme à cette politique de diviser pour régner? Est-ce qu'on va se débarrasser des pantins britanniques dans les gouvernements aux États-Unis et dans d'autres pays? Et est-ce qu'on va en fait trouver la force de combattre cette barbarie? Et on l'a vu dans les événements à Paris où vraiment il n'y avait aucune retenue. Et heureusement, en fait, heureusement qu'il y avait eu beaucoup de sécurité au stade. En fait, il y a un stade où il y avait une partie de soccer. Et le terroriste, en fait, a été repoussé, mais il y a eu une explosion à l'extérieur du stade parce que la sécurité était élevée, parce qu'il y avait François Hollande qui était là, et aussi le ministre des Affaires étrangères allemand, M. Steinmeier, qui était là. Donc, évidemment, si les terroristes avaient réussi leur coup à cet endroit-là, le décompte des morts est encore pire et l'impact aurait été encore beaucoup plus symbolique. Donc, le point demeure, il faut exposer ces 28 pages, il faut exposer le rôle de l'Arabie saoudite et de la Grande-Bretagne dans le parrainage, la protection et la création du terrorisme. Obama doit être renvoyé. Sa politique de drone est le dernier scandale qui démontre à quel point il est incompétent et inapte à être président américain. M. Larouche dit Obama est détesté aux États-Unis à l'échelle internationale. Il est vraiment détesté politiquement et seuls les lâches démontrent de la sympathie pour Obama. Obama est un politicien, sa carrière politique est finie, mais on ne peut pas le laisser là parce que justement, comme on en a parlé beaucoup à notre émission, on risque maintenant un danger de guerre nucléaire avec la Russie. Et malgré les rapprochements qui se font entre l'OTAN et la Russie après les événements à Paris, Obama demeure le point central pour la stratégie impériale britannique pour détruire les États-Unis et en fait détruire les nations dans leur totalité. Donc on a une population qui est peut-être encore sous le choc. Évidemment, c'est un peu compréhensible, mais il faut aller vite vers une politique de stratégie. Il faut se rappeler que la France est en état d'urgence. Donc, on doit faire son deuil, mais on doit aussi agir très rapidement. Donc, pas simplement ayant une sympathie envers la France, mais ayant une approche stratégique pour gagner la bataille contre le terrorisme. Donc, de travailler avec la Russie de manière directe et de manière concrète, de vraiment mettre un terme à cette maladie qui est le terrorisme sous toutes ses formes et mettre en place une politique de développement économique comme celle que représentent les nations du groupe BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, avec leur politique de développement de la nouvelle route de la soie. Et donc, on demande en fait aux membres, aux politiciens américains d'exposer ces documents. Et en fait, il n'existe pas d'empêchement légal à la publication de ces 28 pages. Et ça, c'est un document récemment publié par l'ancien sénateur de l'Alaska, M. Mike Gravel, qui travaille avec le mouvement Larouche depuis déjà un bout de temps et qui était en fait une personnalité, est toujours une personnalité connue aux États-Unis parce que c'est lui qui, dans les années 70, avait exposé ce qu'on appelait à l'époque les Pentagon Papers. Donc les documents en fait qui démontraient l'échec total de la guerre du Vietnam. Donc le rôle des Américains au Vietnam, à quel point la guerre était en fait un échec total. Et ces documents-là avaient amené justement à la défaite politique et en fait à la démission de Richard Nixon. Donc les politiciens américains peuvent exposer ces 28 pages-là et il faut le faire. Il faut le faire pour justement faire la paix avec l'histoire moderne
et vraiment exposer cette machine géopolitique que représente l'Empire britannique. Donc, maintenant, pour terminer la présentation, ce que je voulais faire, c'est de vous faire jouer une présentation faite par M. Jacques Cheminade qui a eu lieu, en fait, le 11 décembre 2014 à l'Académie de géopolitique de Paris. Une présentation intitulée Les racines britanniques du terrorisme international. Donc, je vous laisse là-dessus. Ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada qui vous dit à la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, Excellences et Amis, Monsieur le Président, vous m'avez indirectement incité à parler en politique. Je suis disposé à le faire. En politique, il y a une mémoire. Il est fondamental de comprendre que les racines du terrorisme international, la violence infligée à l'autre pour ce qu'il est, il est fondamental de comprendre que la promotion du terrorisme international, que ses racines sont aujourd'hui britanniques pour éviter de commettre des erreurs d'évaluation désastreuses au sein des tempêtes stratégiques et politiques de notre temps. Il ne s'agit pas de la responsabilité du Royaume-Uni, proprement dite, mais de la matrice impériale britannique qui a pris différentes formes dans son histoire. On se rapproche le plus de la réalité en se souvenant de la formule transatlantique utilisée par John Maynard Keynes, American Money and British Brains, l'argent américain et le cerveau britannique. Cette matrice de domination impériale repose sur une combinaison d'influence économique, de guerre irrégulière, de désorganisation des structures étatiques et de guerre globale. Le terrorisme étant le levier permettant à cette combinaison de fonctionner au plus haut niveau d'efficacité destructrice par chantage. Le terrorisme n'est donc pas un accident ou une arme isolée, mais une pièce maîtresse sur un échiquier complet. Il ne faut pas le penser d'abord comme un terrorisme d'État, bien qu'il puisse prendre cette forme, mais comme arme d'un empire qui hier était maritime et colonial et qui est devenu aujourd'hui offshore ou hors sol à partir de la City de Londres, de Wall Street et de leurs paradis fiscaux. Cet empire récupère toutes les arriérations, tous les fondamentalismes religieux soi-disant régénérateurs et tous les archaïsmes, y compris l'outrage fait aux femmes, et en joue systématiquement. Guy Debord, dans sa préface de la 4e édition italienne de sa Société du spectacle, parle en 1979 d'une couche périphérique de petit terrorisme sincère, toléré momentanément comme un vivier dans lequel on peut toujours pêcher à la commande quelques coupables montrés sur un plateau. C'est une juste description, encore que depuis le terrorisme de petit soit devenu grand, et encore faut-il examiner les localisations géographiques et la matrice de ces faits pour en comprendre la logique criminelle et pouvoir y faire face. Les Britanniques ont opéré en conjonction avec le terrorisme en Asie du Sud-Ouest, en manipulant à la fois les réseaux wahhabites et sionistes, dans les révolutions de couleur d'Europe orientale, dans les manipulations ayant créé les conditions du 11 septembre, et aujourd'hui jusqu'en Chine, et hier aussi. Ils ont laissé des traces, le plus souvent sous la forme opérationnelle, de réseaux américains, héritiers de leurs méthodes dans la période récente. En France, Olivier Blanc, dans un livre intitulé « Les hommes de Londres », a bien exposé, puisqu'on a parlé de la Révolution française, ceux qui fomentent et exploitent les colères d'autrui, les portant à détruire et à s'autodétruire. C'était au moment de la Révolution française, mais la méthode reste de jeter des fourmis noires humaines contre des fourmis rouges humaines et de contrôler leur opposition. C'est cette méthode dont je veux vous parler ici, par-delà la description de tel ou tel monstre de Frankenstein qu'elle engendre. Au Proche et Moyen-Orient, on trouve les réseaux de Cecil Rhodes et de deux de ses principaux opérateurs, Alfred Milner et Leo Stenet Amri. Ils ont financé à la fois les réseaux nationalistes arabes, particulièrement dans la mouvance wahhabite, et ceux du révisionnisme sioniste de Vladimir Zeb Jabotinsky et Chaim Weizmann. À partir des émeutes de Nebi Moussa, en 1920, aujourd'hui oubliées, ils ont créé un environnement contrôlé, entretenant une instabilité permanente
au profit de leurs intérêts financiers. L'antisémitisme terroriste arabe se trouve ainsi opposé à un racisme anti-arabe, anti-musulman, visant à éliminer tous les mouvements raisonnables, en fomentant cette opposition, visant à éliminer tous les mouvements raisonnables dans tous les camps et à promouvoir une guerre de tous contre tous. C'est après les émeutes de Nebi Moussa que Jabotinsky et Husseini furent promus en héros de leurs communautés respectives, lancés l'une contre l'autre. À noter que le père de Benjamin Netanyahou, Benzion Netanyahou, était le secrétaire personnel de Jabotinsky. Le New York Times du 11 juin 1916 proclamait « Lord Milner veut l'union anglo-américaine ». Il est essentiel de comprendre que cette union vise à détruire les fondements de tout État-nation, y compris des États-Unis et de la Grande-Bretagne, pour les placer sous la tutelle permanente d'un mondialisme financier et de services de renseignement, échappant à tout contrôle judiciaire de leurs activités. Emory, par exemple, réservait ses plus virulentes critiques à Sumner Welles, le sous-secrétaire d'État de Franklin Delano Roosevelt, qui partageait avec son président le rejet des méthodes de l'Empire britannique. Dans ce journal, Emory note, le 26 juillet 1928, « Notre objectif ultime est clairement de faire de la Palestine un centre d'influence occidentale en utilisant les Juifs, comme nous l'avons fait auparavant avec les Écossais, pour promouvoir l'idéal britannique à travers tout le Moyen-Orient et non pour établir une enclave orientale artificielle des Hébreux dans une région orientale. » C'est ainsi qu'Emory et Weizmann créèrent la Légion juive, dont Jabotinsky fut le porte-parole et l'organisateur. Quant à un autre opérateur sur le terrain, John Henry Patterson, il participa à l'organisation des camps du Bétar en Palestine et dans l'État de New York aux États-Unis. Ce sont ces milieux qui engendrèrent l'Irgun et ses activités terroristes. Lors de la troisième conférence révisionniste internationale, car c'était des sionistes révisionnistes, il faut bien le voir, qui se tint à Vienne en 1928, Jabotinsky soutint la résolution, déclarant, je cite, qu'il n'y a aucune contradiction entre une Palestine juive et un éventuel statut de dominion du Commonwealth britannique. Évidemment, cela ne se fit pas, mais l'influence demeura. Il faut bien comprendre que cette politique ne découle pas d'un attachement au peuple juif, ni même à l'État d'Israël, mais la volonté de diviser pour régner en créant une situation d'affrontement permanent. Preuve en est que ces mêmes intérêts impériaux alimentèrent les monarchies saoudiennes et du Golfe Persique, ainsi que leur émanation terroriste, parrainée et financée par des institutions dites charitables du monde musulman ou par certaines grandes familles. On connaît aujourd'hui l'implication du prince Bandar, ça a été dit, dans le financement de certains des opérateurs du 11 septembre. Les fonds résultant du contrat saoudien Al-Yamama, armes contre pétrole avec BAE Systems, les fonds ont été placés hors de tout contrôle sur des marchés de hedge funds des îles Caïmans, dont je rappelle les billets de banque sont à l'effigie de la reine d'Angleterre et l'hymne national God Save the Queen. William Simpson, dans son ouvrage intitulé Le Prince, histoire secrète du membre d'une famille royale le plus intrigant au monde, rapporte que Bandar pouvait se présenter avec un panache sans pareil au 10 Downing Street, ayant également accès à Margaret Thatcher, John Major et Tony Blair. On parle bien ici du manipulateur du terrorisme islamique. Aujourd'hui, certaines banques turques, pour répondre à la question qui a été posée, se servent de centres financiers à l'État islamique. Ces établissements procédant à des transferts de fonds de donateurs privés du Golfe ou d'argent du pétrole, en utilisant les services de banques britanniques au passage. Par exemple, depuis une banque saoudienne, l'argent est transféré sur un compte commun dit insoupçonnable en Grande-Bretagne, reversé au profit d'une société commerciale fictive en Turquie, parlons de la Turquie, avant d'être livré en liquide aux terroristes à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Les révolutions de couleur, dégénérant en violence fasciste, dont on a parlé tout à l'heure, comme en Ukraine, s'inspirent des conceptions de Gene Sharp, reprises et appliquées par Adam Roberts et Timothy Garton, tous associés à l'université de Oxford, comme l'était Emory au Balliol College. Le National Endowment for Democracy et l'USAID n'ont fait qu'appliquer ces recettes en faisant de la violence terroriste l'aboutissement de la désobéissance civile. Victoria Nuland, celle qui disait « fuck the European Union », que l'Union européenne aille se faire foutre, finançant et promouvant les terroristes de Maïdan et les terroristes des bataillons de Pravi Sector, n'est que l'héritière de ces vieilles méthodes. L'ambassadeur américain à Moscou, à l'époque, McFaul, a ainsi ouvertement déclaré que ceux qui défendent la souveraineté des États le font avant tout pour préserver l'autocratie, tandis que ceux qui défendent la souveraineté des peuples sont les nouveaux progressistes.
McFaul et Susan Wright, ambassadrices américaines auprès des Nations Unies, sont tous deux des Rhodes Scholars et qui ont bien appris leurs leçons. Au cœur de cette supposée défense des peuples se trouvent les thèses sur la défiance civile de Gene Sharp, lui-même américain, mais aussi diplômé de Oxford. Ces thèses contenaient 198 tactiques pour fabriquer une révolution, parmi lesquelles le recours à une couleur symbolique pour chaque révolution. Sir Adam Roberts et Timothy Garton ont appliqué la démarche de Sharp en lançant leur projet Civil Resistance and Power Politics. Au départ, on démarre avec la résistance non violente, reprenant les modes d'opérer de Gandhi et de Martin Luther King en les dévoyant, mais à l'arrivée, on trouve les mouvements fascistes dont on feint de déplorer, du moins en public, les manifestations extrêmes. On vous a montré le recours à ces méthodes pour déstabiliser la Russie avec le terrorisme dit tchétchène et en fait wahhabite importé. Tant ces terroristes-là que ceux de l'État islamique ont trouvé depuis longtemps un asile et une plateforme dans le Londonistan, avec ses mosquées, ses institutions charitables, ses chaînes de télévision et ses centres culturels islamiques. Le cas de Abu Omar al-Chichani, dont on a parlé, commandant de l'armée de l'État islamique, est un exemple de cette interpénétration entre milieu tchétchène et milieu wahhabite contrôlant les opérations de déstabilisation en Tchétchénie. Notons qu'Ed Balz, lorsqu'il était secrétaire d'État à l'éducation, avait promu l'attribution de subventions publiques en faveur des écoles racistes et ultracommunautaristes du groupe Hizb ut-Tahrir, qui a toujours appelé à la création d'un État islamique. Nos services français, d'ailleurs, ont longtemps protesté contre cette curieuse tolérance manifestée dans le Londonistan. Enfin, et je crois que c'est le plus important, c'est au Tavistock Institute de Londres que se situe le centre des opérations de contrôle et de manipulation psychologique permettant d'étudier et au besoin de promouvoir le comportement des terroristes, entre guillemets. Il faut ici éviter de tomber dans deux écueils, le charybde de l'angélisme et le scylla du conspirationnisme. Le premier institut du Tavistock, du nom du Tavistock Square de Londres, a été créé en 1921. Son premier objectif était d'étudier les traumatismes de guerre subis par les soldats britanniques ayant survécu à la Première Guerre mondiale. Il s'agissait d'identifier, selon des critères scientifiques, le seuil de rupture de la résistance d'un être humain à des sollicitations extrêmes. Le projet était parrainé par le Bureau pour la guerre psychologique de l'armée britannique sous l'autorité du psychiatre John Rawling Rees. L'arrivée en 1932 de Kurt Lewin, qui fut aussi le fondateur de la clinique psychologique de Harvard, marqua l'introduction des méthodes de dynamique de groupe, c'est-à-dire les techniques de manipulation de l'individu insérées dans un groupe visant à lui faire acquérir certains types de comportements. Avec Rees, Lewin étudia les effets des bombardements sur la population civile en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se spécialisa dans les études de programmation et de déprogrammation avant de passer aux travaux pratiques. Selon lui, il est possible d'imposer à une population ou à des individus adultes un état émotionnel comparable à celui d'enfants névrosés. La tentation fut grande à partir de là de franchir le seuil et de créer l'environnement qui brise les résistances psychologiques des individus pour les amener à accomplir les tâches qu'autrement ils auraient rejetées. Alors, vous me direz que ceux qui vont faire le terrorisme ou la guerre au Proche et Moyen-Orient aujourd'hui, français, n'ont pas subi tout cela. Mais ils ont subi, à travers tout ce qui est transmis par Internet, par les médias, et qui les manipulent, les conséquences de tout cela. Ce freudisme dévoyé par les conditions barbares de la guerre, des deux guerres, s'étendit à l'occasion de la guerre froide. La deuxième version du Tavistock Institute fut lancée en 1947 sous le nom de Tavistock Institute for Human Relations, pour les relations humaines, avec l'assistance financière de la Fondation Rockefeller et l'échange d'experts anglais et américains. John Rawling Rees, soutenu par Alan Dulles, y joua, fort de son expérience précédente, un rôle moteur. Les méthodes de bourrage de crâne à des fins politiques s'y développèrent avec l'étude des changements comportementaux subis par les prisonniers de guerre américains en Corée du Nord. À partir de là, ce freudisme dévoyé s'étendit à toutes les agences anglaises et américaines de renseignement pour y former les idiots utiles des opérations terroristes. Le moyen était de jouer sur les terreurs identitaires, on voit le cas en France aujourd'hui et en Angleterre, le but de diviser pour régner. Ainsi, on étudie à la Harvard Psychology Clinic comment créer les conditions pour faire émerger un chef et créer un effet d'accoutumance pour le suivre.
le refus d'aller au bout des enquêtes sur divers assassinats ou tentatives d'assassinat aux États-Unis même, s'explique ainsi par la volonté de protéger ses sources. Beaucoup ne voient que le côté émergé de l'iceberg américain, sans discerner, en fin de compte, la matrice impériale britannique qui se trouve derrière. Ainsi, la Rand Research and Development Corporation est une émanation parmi d'autres des conceptions du Tavistock, tout comme la Sloan School au MIT ou le Centre pour les études stratégiques et intellectuelles de Georgetown. Cela ne signifie pas, bien entendu, un contrôle mécanique, mais un partage des mêmes conceptions de guerre psychologique. On pourra rétorquer que le maoïsme en Chine, le KGB, le Mossad ou l'activité de notre bureau d'action psychologique pendant la guerre d'Algérie jouent un rôle ou jouent encore un rôle pour certains analogues. Cependant, pour comprendre le fait même du terrorisme, il faut en voir la forme moderne la plus accomplie, celle que je viens de vous décrire. Si l'on ne veut pas faire trop d'efforts, la lecture de l'agent secret de Joseph Conrad constituera une initiation utile. Je conclurai en disant que tant nous n'aurons pas mis fin à cette conception de l'être humain, un être humain considéré comme défini par ses perceptions et soumis à des expériences manipulatrices, nous n'aurons pas mis fin au terrorisme. Et les fourmis rouges continueront à se jeter sur les fourmis noires sans que l'on puisse retrouver un vouloir-vivre en commun dans la détente, l'entente et la coopération. Espérons que les pays des BRICS, vous savez, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, mais aujourd'hui, ils ont rejoint l'Argentine. On parle des BRICS aussi, c'est-à-dire l'Indonésie et l'Iran. Que tous ces pays ouvrent la voie vers ce vouloir-vivre et que nous serons capables d'en devenir partenaires. La clé est, je pense, celle d'États-nations voués aux intérêts communs de l'humanité contre toutes les oligarchies impériales. Nos pays européens, trop soumis, doivent en être libérés, y compris la Grande-Bretagne, et j'ajouterai la France. Merci. Laissez-moi finir sur cette espérance, car c'est une espérance qui est ardente et urgente. L'association de M. Cheminade depuis déjà un petit bout. Donc commençons tout de suite. Ce que je vais vous lire d'abord, c'est le tract produit par Jacques Cheminade, un tract qui est maintenant distribué évidemment en France, aussi à Montréal. On a pu le distribuer ce samedi à une vigile devant le consulat français à Montréal, où il y avait environ 1000 personnes qui se sont amassées là, pour faire un deuil, faire une minute de silence, et nous avons pu distribuer ce tract-là. Donc voici le tract intitulé « Attentat, surmonter la peur ». L'horreur a frappé Paris. Les massacres ont été commis à l'aveugle pour mettre notre pays en état de choc, avec la même barbarie et les mêmes méthodes qu'au Moyen-Orient, au Liban, en Irak, en Israël ou en Syrie. 6 attaques simultanées au cœur de notre capitale et celle du Stade de France, dans le but de multiplier les victimes, amas de corps dans les rues, restaurants transformés en morgue, véhicules de secours, toutes sirènes hurlantes. Une stratégie de la peur soigneusement planifiée pour faire comprendre que le pire peut arriver partout. Ce sont les guerres de l'OTAN, les injustices économiques et la destruction des conditions de vie dignes qui ont créé les conditions du terrorisme, ainsi que les politiques cyniques et criminelles de diviser pour régner, suivant la matrice impériale britannique à laquelle rien ne s'est réellement opposé dans notre univers transatlantique. Ainsi, arrêter l'horreur implique un changement absolu de direction politique, avec une démarche de développement mutuel gagnant-gagnant, assurant que nos enfants et petits-enfants vivent mieux que nous-mêmes. Cette démarche, annoncée par les dirigeants chinois et indiens, seule vraie source de paix. En combattant au Moyen-Orient tous les terrorismes, Daesh, comme le Front al-Nusra et l'armée de la conquête. En ce samedi 14 novembre, à Vienne, la France doit jouer un rôle moteur dans les pourparlers visant à lancer un processus de paix en Syrie, en coordonnant nos efforts avec la diplomatie russe et non faire le jeu de ceux qui prennent la liberté en otage.
Au Moyen-Orient, il faut frapper Daesh au cœur de ses ressources financières en bombardant ses pipelines pétroliers et en frappant les... Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Aujourd'hui, la présentation pour la semaine du 16 novembre 2015. Bonjour à tout le monde, bonjour à nos auditeurs en France, en Haïti, au Canada, dans les autres pays francophones. Donc, les attentats de Paris, évidemment, nous allons discuter de ça, nous allons voir l'analyse de Jacques Cheminade, ancien candidat présidentiel de France en 2012 et 1995, maintenant président de Solidarité et Progrès. Il a écrit un tract intitulé Surmonter la peur. Nous allons aussi voir l'analyse de M. Lyndon LaRouche, économiste américain, politicien très important maintenant dans la bataille contre l'Empire britannique et contre Wall Street. Et aussi Alain Corvé, qui est un stratège français, un stratège militaire de France. Donc vous allez voir son analyse. Donc c'est ça, M. Alain Corvé, qui est conseiller en stratégie internationale, un colonel français, et qui travaille avec les banques qui blanchissent ses ressources, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Il faut mettre un terme aux complicités du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats avec le terrorisme, sans complaisance de clientèle à leur égard. Il faut enfin, du même pas, recréer les conditions du développement économique dans tous les pays de la région pour que les migrants puissent y retrouver des conditions de vie dignes, ce que la Chine nous propose en y étendant sa conception d'une nouvelle route de la soie. En attendant, dans tous les camps de réfugiés de la région, en coordination avec les organisations humanitaires internationales, il faut créer les conditions de cette dignité en y assurant une alimentation saine, des soins médicaux, des logements provisoires décents et l'éducation des enfants. Cette conception n'est pas russe, chinoise ou française, c'est celle qui justifie l'existence des États-nations, servir la cause de l'humanité. La France devrait occuper le premier rang dans cet engagement vital et non se soumettre aux barbares en djellaba, camis ou complet veston occidental. Donc voilà la déclaration de M. Jacques à tout le monde. Notre réaction doit être à la mesure du défi. Il ne faut avoir peur que de la peur elle-même, car la peur inspire des réactions de folie s'ajoutant à la folie première. La maîtriser ne peut se faire dans la passivité ou le déni, mais en regardant les choses en face, au nom de la vérité. Seul le combat pour la vérité permet d'échapper au garrot de l'angoisse. La proclamation de l'état d'urgence et la fermeture des frontières annoncée par le président de la République, ainsi que le déploiement de forces policières et militaires, sont les mesures immédiatement nécessaires quand nous sommes en guerre. Rester unis et faire front au nom des valeurs de la République inscrites dans notre Constitution est immédiatement indispensable. Cependant, il faut aller aux causes premières, sans quoi l'horreur se reproduira et même s'étendra. Ce qui veut dire créer un monde dans lequel l'environnement national et international ne soit plus criminogène comme il l'est aujourd'hui, car on ne peut échapper au mal simplement en le réprimant, mais en réalisant les conditions dans lesquelles le bien lui laisse de moins en moins de place.